Bonjour. Bonjour. Je viens chercher la clé de ma chambre. Mais c'est pas un hôtel ici. Ah bon, pourquoi il y a des clés partout? Il y a des clés partout parce qu'on est dans un jeu d'énigmes où il faut trouver une clé pour sortir d'une pièce. Et alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh ben, c'est très simple, je vais en fait t'enfermer dans une pièce et il va falloir en sortir en moins de 60 minutes en résolvant toutes les énigmes à l'intérieur. Non mais là j'ai pas le temps, j'ai plein de rendez-vous, il faut que j'aille chez Anne qui possède le musée de l'Éventail, il faut que j'aille rencontrer Mélanie et Frédéric qui sont en train de reconstruire complètement le théâtre de la Scala, et puis après je vais au Saunier. Tu connais Saunier? Pas du tout. C'est un restaurant absolument incroyable où on accueille des touristes du monde entier en goguette. Enfin, c'est bien sympa tout ça, mais je vais quand même t'enfermer pendant 1 heure. Où ça? En bas? Bon bah j'ai pas le choix. Non. Bon bah écoute, je te suis. On y va. En route pour un nouveau numéro de Paname. C'est pas très rassurant. Je suis un peu inquiet là, faut que tu m'expliques comment ça fonctionne. Là, parce que je comprends rien du tout. Il faut pas du tout s'inquiéter, c'est un jeu, donc il va rien se passer de grave. Je vais t'enfermer donc dans cette pièce qui est le bureau de Lewis Carroll. Il va falloir que tu résolves toutes les énigmes qui sont à l'intérieur. Et il y en a combien d'énigmes? Ici, il y en a à peu près une trentaine. Et si j'y arrive pas, on file un coup de main ou pas? Alors si tu n'y arrives pas, au bout des 60 minutes, les murs vont se refermer sur toi. Comment ça? Non, au bout de 60 minutes. Je commence vraiment à m'inquiéter. Au bout de 60 minutes, si tu n'y arrives pas, je viens t'ouvrir et on finit les énigmes ensemble pour que tu vois comment se terminer le jeu. La porte vient de se refermer. Ne crains rien. Elle sera fermée juste pour 1 heure. Et ça vient d'où, tous ces jeux-là? Escape game. Escape Ça veut dire quoi? game. Escape en anglais, ça veut dire s'échapper. Échappe-toi de la pièce. Hein? À la base, c'est des jeux vidéo en fait. Et les Japonais ont développé ça en vrai. Ça fait 10 ans que ça existe à peu près et ça fait 2 ans que ça existe à Paris. Et toi, t'es la première dans le quartier? Dans le quartier, oui, mais pas à Paris. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a combien? Il y en a 6 dans le quartier, dans c'est le ça? quartier, vraiment dans un périmètre de 100 mètres, il y en a 6. Et puis dans Paris, il y en a 22, je crois. Et toi, comment t'es tombée là-dedans? Moi, j'étais joueuse à la base. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo et je suis tombée sur une escape room à Londres il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc je suis allée la tester et je suis pas sortie. C'était ma première expérience et j'ai vraiment échoué. Mais une fois que je suis sortie du lieu, je me suis dit c'est génial, il faut absolument amener ça à Paris. C'est tellement une expérience nouvelle et jouissive qu'il y en ait partout en fait. Et qui sont les joueurs? Il y a de tout, c'est ça qui est génial en fait. Tu peux venir en famille, tu peux venir avec tes amis, avec tes collègues. C'est vraiment ouvert à tous, il n'y a pas besoin de connaissances. On a basé les énigmes uniquement sur la logique et l'observation. Il faut fouiller partout, mettre du bazar. On a le droit de mettre du bazar. Ah ouais? Il faut réfléchir, il faut être logique, il faut assembler des éléments que tu vas trouver un peu partout. Donc du coup, il y a un petit peu de tout. C'est un mini Fort Boyard en fait. Par contre, une fois qu'on l'a fait, on peut pas revenir, ça Et sert non, à rien. Malheureusement, non. Donc il faut faire un autre escape game. Ouais, et c'est là où ce qui est pratique, c'est qu'il y en a plein dans le quartier. Donc moi, j'ai tendance à beaucoup conseiller aux gens qui sortent en disant bah, vous avez aimé, allez voir tel ou tel escape room. Ouais. Ah, tu fais la promo de tes concurrents? Mais bien sûr, c'est pas vraiment de la concurrence vu que je fidélise pas ma clientèle. Moi, j'ai envie que les gens s'amusent, j'ai envie qu'ils prennent du bon temps. Donc du coup, j'ai tendance à conseiller des escape rooms que j'ai été tester. Ça, c'est un peu le truc sympa, c'est qu'on est une petite communauté, donc du coup, on se teste tous entre nous. Hein? Bon. Tout va bien se passer. Ouais. Ouais. Et je vais rester avec l'équipe? Oui. Parce qu'on peut pas faire ça tout seul, tu l'as dit. On va faire ça tout seul, donc tu seras bien entouré. Bon, ben alors on y va. Tu peux maintenant retourner le sablier. Amuse-toi bien et ne m'oublie jamais. Hé 10 minutes. C'est Non, impossible. non, c'est vrai que t'as tout vu. C'est super sympa. Mais On s'est bravo. tous mis là. On est sortis quand même. Bah ouais. Dans les temps. Bah ouais. C'est à la fin, faut y Ça aller. va, Hein. finalement, c'était Ah accessible. ouais, mais il faut se gratter la tête. Hein. Bon, mais je peux y aller là maintenant? C'est bon, je te libère. Je te rends la clé. Merci. Bonne journée. À bientôt. Je peux enfin découvrir le quartier. Première étape, un atelier caché au 3e étage d'un immeuble au tout début du boulevard de Strasbourg. Un atelier qui abrite l'unique musée de l'éventail en France.
Bonjour Anne. Oui, bonjour Yvan. Où vous Enchantée. trouvez, vous hein? Vous êtes caché. Oui, mais c'est un petit musée, un atelier caché, puis c'est Paris caché. Ouais. Oui. C'est une volonté. Non, parce que c'est un atelier à l'origine, donc après on a fait un musée, mais à l'origine c'est d'abord un atelier qui a été fondé en 1805. Et mon père a repris en 1960 ce dernier atelier parisien qui était menacé de disparition. Un atelier D'éventail, Donc voilà. on fabrique. On fabrique et on restaure les éventails. Et vous, depuis quand vous faites des éventails Moi, alors j'ai commencé en 1960, c'est pas d'aujourd'hui. Je viens d'avoir 70 ans. Alors, mon père m'avait imposé de venir ici parce que lui voulait sauver à tout prix ce dernier atelier parisien, parce qu'il était mordu d'éventail. Et puis, il m'a fait abandonner l'école et j'ai commencé. Alors, j'ai commencé par de la dorure sur éventail. Après, Ouais. on s'y prend au jeu et puis ça devient une passion, quoi. Oui, justement, aujourd'hui, qui sont les clients de l'éventail? Parce que on a Alors, l'impression bon, que je c'est travaille un... pour la haute couture, bon, évidemment le spectacle, bien sûr, mais je travaille un petit peu pour des particuliers, pour des mariages, des occasions exceptionnelles. Puis après, je fais de la restauration d'anciens et c'est ce qui marche le mieux actuellement. À la belle époque, il y avait à peu près 70 éventaillistes dans le quartier, parce que c'était le quartier des cafcons, des music-halls et les théâtres, donc ils avaient besoin de se fournir un accessoire. C'est la grande époque de l'éventail. C'était la grande époque, voilà, c'est vrai. Oui, oui. On sortait avec un éventail. Il fallait à tout prix sortir avec son éventail, effectivement. Et vous me le montrez, ce musée? On va les voir. Ah ouais. Ah oui, c'est spectaculaire ici. Ah oui, la pièce est classée monument historique. C'est-à-dire, ça date de quelle époque, ça? Elle a été créée en 1893 par deux éventaillistes qui s'appelaient Le Pot de Berg, donc deux associés. Et ils ont créé cette pièce spécialement pour la vente et l'exposition des éventails. Ok. Et elle a été classée au monument historique en 2004. Et qu'est-ce qu'il nous raconte, ce musée, alors? On parle de la Bible, de la mythologie. Après, avec Watteau, on parle des scènes galantes. Après, à partir du mariage de Louis XV, on a symbolisé le mariage. Après, au XIXe, on a fait des éventails sur tous les thèmes de la vie quotidienne. Voilà, les éventails de naissance, de communion et jusqu'à la mort, bien sûr. Ça Ouais. vient d'où, l'éventail? Alors, c'est né en Orient. C'était ramené par les navigateurs portugais au XVIe siècle. Et c'est surtout Catherine de Médicis qui l'a mis à la mode à Florence. Et quand elle s'est mariée avec Henri II, tous les émétiers les a ramenés avec elle. Et ça sert à quoi, un éventail? C'est pas forcément à s'éventer. Il y a trois fonctions déjà. C'est chasser les mouches, attiser le feu. Puis en troisième, c'est s'éventer. Et c'est surtout un accessoire pour se montrer, pour montrer son statut social. Il y a un langage de l'éventail. C'est au moment du libertinage, à la cour de Louis XV, on s'ennuie un petit peu, on voulait s'amuser. Et là, on a inventé ce langage amoureux. Si on le met dans la direction de quelqu'un, ça veut dire suivez-moi. Sur les yeux, ça veut dire je suis désolée, ça veut dire je suis déjà prise, quoi. Et puis après, si vous le mettez sur le menton, là, on peut dire je vous aime, principalement. Voilà. Et si je suis disponible? Je suis disponible, franchement, je me souviens plus. Quoi? Si j'ai bien compris, votre musée il est menacé. Oui. Mais est-ce qu'il y a des grands musées nationaux qui sont On intéressés a sollicité par votre collection? les musées, on a sollicité la mairie de Paris, c'est le Paris Musée, donc il y a les 4 musées de la ville de Paris. Eux, ils viennent faire leur marché, c'est-à-dire ils ont sélectionné des éventails qui pourraient intéresser leur marché, mais ils n'ont pas la possibilité de nous accueillir. Il y a Carnavalet qui voulait bien reprendre une petite partie de la pièce, mais aux dernières nouvelles, leur projet, et on n'est plus dans leur projet. Donc c'est terminé avec Carnavalet. Après on a sollicité les arts décoratifs, on a eu un refus, mais personne ne vient jamais voir. Par contre j'étais à Shanghai, j'étais accueillie comme une reine, eux ils voudraient bien reprendre toute cette collection, et eux ils sont vraiment intéressés. Et je vous assure, j'étais reçue, moi j'étais vraiment étonnée, parce qu'à Paris on me méprise, franchement on me méprise, et là-bas on me déroule le tapis, l'éventail pour eux c'est une tradition, c'est une histoire, et ça faisait partie de leur culture, ils essaient, ils veulent retrouver un petit peu ce qu'ils ont perdu à travers l'éventail français. Vent, vent, vent. Ah, ah, loin, 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 il va loin. Bravo, Mastro!
Magnifique. Vous n'avez pas vu. Vous répétez votre prochain Oui, récital? je crois que je vais abandonner finalement. Dites-moi, il y a le choix en théâtre ici, hein. Il y a l'Archipel, l'Antoine, la Scala Oui. et le Comédia. Pourquoi il y a autant de théâtre sur ce boulevard? Ah ben ça date de longtemps. Hein. Quand Louis XIV et Colbert décident d'araser les fortifications autour de Paris, de rendre Paris libre, on va remplacer ces fortifications par des boulevards. De larges boulevards avec des arbres, ça va être bien arboré, on peut se promener à pied sur les côtés, en calèche et à cheval sur le milieu. Et puis du coup, sous les fondaisons vont s'installer des artistes, des gens qui proposent à boire, à manger. Il y a des Hercules de foire, des cracheurs de feu, des comédiens. Donc les premiers spectacles sont exposés devant le public. Et puis en 1762, il y a un gars plus malin que les autres qui commence à monter une petite baraque en toile, qui va devenir une baraque en planche, puis un vrai théâtre. Et voilà comment les théâtres vont s'installer sur les boulevards. Ce boulevard de Strasbourg ouvre en 1850-52, au moment où l'embarcadère ouvre ses portes. C'est-à-dire que le train fait Paris-Strasbourg. Donc il faut bien un embarcadère, ce qu'on va appeler une gare par la suite. Donc voilà, la gare de l'Est se trouve au bout de ce boulevard de Strasbourg. Et là, des théâtres s'installent. Il y avait des gens sur scène, évidemment, mais soit des instrumentistes, soit des chanteurs. Mais ils n'avaient pas le droit de se déguiser, pas le droit de se maquiller. Il faut attendre 1867, une autorisation de la ville de Paris et puis du préfet de police pour qu'enfin, on puisse jouer la comédie, mais grandement, c'est-à-dire avec des travestissements et du maquillage. Alors ici, on est dans le bar du Comédia, mais ça s'est pas toujours appelé le Comédia. Ah ben non, un lieu mythique des plaisirs de Paris, c'est l'Eldorado. C'est ainsi que s'appelait ce théâtre ouvert en 1858. Eldorado, ça vient de l'espagnol, on l'entend bien, Eldorado. En fait, c'était El País Dorado, le pays doré. On a enlevé le pays, on l'a mangé et ça nous laisse El Dorado, pays de rêve, pays de cocagne, comme on pourrait le traduire aujourd'hui. Et justement, c'est sur cette scène que se sont produits différents artistes. Mais ça, je vous en parle, parce qu'il faut que je vous montre la salle. Venez voir. On y va, je vous suis. Hop, encore une note. Yvan, à loin. Arrêtez. Ah bon, c'est faux? Un peu. Ah oui, ça se tire. Oh. Allez-y. Hop. Oh, vous avez vu? Attention à la tête, Frédéric, c'est pas haut. Oui. Voilà. Waouh, c'est vertigineux, là. Ah, hein. oui, on est au balcon. Mais c'est pas une salle du 19e, ça, c'est une salle des années 20. Oui, alors bon, c'est parce qu'elle a été modifiée. On voit bien, regardez cette fresque qui nous entoure, classée au monument historique depuis les années 80, 1980. Évidemment, tout cela fait qu'on y a applaudi ici des personnages absolument Oui, alors, étonnants. qui s'est produit sur cette scène? Alors, il y a eu Dranem, il y a eu Mistinguett, il y a eu Chevalier, Maurice Chevalier, Bach. Il y a créé aussi Camp-Madelon. Camp-Madelon vient nous servir. Mais pas Jean-Sébastien. Hein. Ah non, c'était pas... Non, Bach le chanteur, qui s'écrit d'ailleurs de la même façon, vous avez raison de le mentionner, B-A-C-H. Et Rému, qui venait jouer aussi et chanter ici. Donc voilà, on y a applaudi des dizaines et des dizaines d'artistes. Et puis, au fil du temps, la salle s'est modifiée. C'est-à-dire qu'au début, c'était un cave-conce, puis c'est devenu un théâtre, il y a eu des variétés, puis il y a eu des revues, puis il y a eu du théâtre pur, puis il y a eu du cinéma. À partir de 1896, nombre de ces théâtres se transformaient de temps en temps en lieu de cinématographe. Donc, vous voyez, tout cela a fait que c'était du spectacle vivant en permanence. Et maintenant, c'est redevenu une salle de spectacle, hein, c'est plus un théâtre. Ah oui, mais alors au sens large. Moi, je vais de l'autre côté, je vais à la Scala, qui est un D'accord. théâtre en pleine rénovation, reconstruction. Je vais rencontrer Frédéric et Mélanie, c'est les deux propriétaires. Génial, vous Allez, les embrassez pour bon moi. spectacle. Ah oui, moi j'attends là, moi. Guignol, guignol, guignol. La Scala, c'est juste de l'autre côté du boulevard de Strasbourg. Une salle de spectacle à l'abandon depuis une quinzaine d'années et qui va revivre grâce à un couple tombé amoureux de ce lieu mythique de la vie parisienne. Bonjour Frédéric. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors pour l'instant, il faut avoir un peu d'imagination pour se dire que ça va être un théâtre. Ah ouais? Ah ouais? On l'a bien vu tout de Je le suite, vois nous. tout de suite. Ouais, ça vous Nous, a semblé ça nous évident a semblé absolument évident, ouais, d'entrée. dès le départ. Pourquoi vous êtes acharné sur ce lieu, entre guillemets acharné? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce lieu et vous? Vous êtes producteur de spectacles, mais vous, c'est pas votre métier. Non. Moi, je travaille dans un fonds d'investissement, donc je suis dans le monde de la finance. Et on cherchait, je crois, un projet à faire ensemble, où on associait nos deux expertises dans un projet commun. Et je crois que ce lieu portait ça en lui quand on l'a découvert. C'est un théâtre qui remonte à quand exactement? 1875.
C'est créé en 1875. Et ça s'appelle la Scala parce que c'est une réplique exacte de celle de Milan. Parce que c'est construit par la veuve d'un industriel du Nord qui a pas mal voyagé, qui est assez cultivé, qui a eu la chance donc de voir la vraie Scala, ce qui à l'époque n'était pas fréquent. Et quand elle vient construire un café-concert ici, qui n'a pour seul but que de lui rapporter de l'argent, hein, on n'est pas du tout dans une démarche artistique au départ, elle dit « je veux que ce soit plus beau qu'en face ». En face, c'était l'Eldorado. Qui est devenu la Comédia. Voilà, qui est devenu le Comédia après, et qui marchait très bien, et qui lui a presque 20 ans de plus. Donc il avait déjà son public, et donc il fallait qu'elle tape un grand coup. Et du coup, elle a réellement reproduit la Scala de Milan, rouge et or, 4 balcons. Donc ici, on écoutait des spectacles, on mangeait, on buvait. On buvait son salaire. On buvait son salaire. C'était le but. Le seul but était de faire boire. Les gens venaient, ils s'installaient dans l'après-midi, ils commençaient à boire parce que tout le sous-sol était rempli de tonneaux de vin, Oui, de les caisses de caves. bière, et on les remontait par treuil. Et on servait, tous les sièges avaient une petite tablette et les gens buvaient dans la salle. Là, on descend dans les anciennes caves du théâtre du 19e, dans lequel ils stockaient toutes les boissons. Et il y en avait sur toute la surface. Ok. Il fallait que les gens aient à boire constamment. Et c'est grand. Ah oui, c'est grand, oui. Ouais, c'est immense. Le samedi soir, après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme dessert, je te paie le café-concert. Viens poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Pour pas qu'ils s'en aillent, on mettait sur le plateau des numéros des gens qui s'appelaient Mistinguett, Mayol, Dranem, Fréhel, enfin c'est hallucinant parce que tout le monde a commencé ici. Et de cette époque-là, il ne reste plus rien du tout, là. Quelques traces, hein. Alors, Quelques La trace traces des du passé. escaliers. Ouais. C'est les escaliers qui menaient aux avant-loges. Et alors après, qu'est-ce que c'est devenu? Après, en 1937, ça a été détruit, puisqu'après la crise de 29, les gens qui venaient claquer leur salaire n'avaient plus de salaire, puisqu'ils étaient au chômage. Et donc, tous les cafés-concerts ont fermé, mais tous, quasiment sans exception. Et la plupart ont été reconvertis en cinéma. Et ici, ils ont tout cassé, tout rasé, tout réduit. Ils ont descendu le plafond au stade où il est aujourd'hui, au niveau où il est. Ils ont construit un grand balcon qui est l'arrondi qui est là, et ils ont fait un cinéma de 1200 places, dans le plus pur style art déco, somptueux. Une merveille. Et sublime. Et après, la troisième période, je te laisse en parler parce que, parce que moi, Je si la connais pas bien. Non. Alors, je suis née à cette période. Non, ils en ont fait un cinéma porno. Et ça a été 77. le premier multiplex de cinéma porno à Paris. À l'âge d'or du porno, où il n'y avait pas encore Canal+, et Internet. Ouais. Donc on a reconstruit des salles, alors. Ah oui, ça a été complètement démoli. Tout le volume a disparu pour pouvoir laisser place à plein de petites salles de projection. Donc là, c'est les années 70. 77. Voilà, 77 jusqu'en 99. Ça a commencé à devenir glauque quand la VHS est sortie et quand Canal est arrivé avec ses films porno. Parce que là, c'est devenu le plus grand lupanar de Paris. Quand le cinéma porno s'est installé ici, ils ont construit 2 petites salles de projection en bas. Alors, le principe d'un cinéma pornographique, c'est une salle, des toilettes. Donc, il y avait les toilettes là et la salle. Et de l'autre côté, c'est pareil. On a sur le mur qui est là les étriers de l'écran. Donc, il y avait un écran assez grand d'ailleurs, panoramique. Et derrière, là où il y a le projecteur, il y avait la cabine de projection. Et sur la droite, là, vous avez la plus petite salle, D'accord. qui est géniale parce qu'elle est restée dans son jus. Ah oui, il y a encore des traces des années 70, là. Exactement. Là, on avait 42 places. Il doit y avoir une belle moquette, là. C'était tout en feutrine, rouge et noir. Moi, quand je suis rentré la première fois ici, j'avais l'impression de découvrir le décor d'Orange Mécanique. Pour moi, c'est Stanley Kubrick ici. C'est vrai, oui. C'est totalement ça. Ça coûte combien, ça? En travaux Tant que ça? Non. Non, c'est à peu près 12 millions d'euros.
Et à peu près combien? Un an de travaux? Ouais, 1 an de travaux. Un an de travaux, ouais. Ça va ressembler à quoi? Ah, ça va être beau. Ah. Ça va être très beau. À l'époque, la Scala, c'était l'endroit où il fallait montrer ce qu'il y avait de nouveau. Donc on ne changera pas ça. Dites-moi, quand est-ce que je pourrais vraiment m'asseoir au premier rang? Le jour où vous le demanderez gentiment. Je vais demander gentiment. S'il vous plaît. En mars 18. En mars 18. On ouvre oui. en mars 18. ouais. Bon, ça laisse un peu de temps. En attendant, je vous emmène dans un restaurant vraiment pas comme les autres. Bonjour Sébastien. Bonjour Yvan. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Il est midi un quart, il n'y a personne, c'est la crise Ça ou va pas quoi? tarder à être le move, hein. Ça va être plein d'ici quelques minutes. On attend 200-250 personnes aujourd'hui. On travaille essentiellement avec les tour opérateurs, plusieurs nationalités comme les Coréens, les Japonais, Chinois, Italiens. Alors, ils ont combien de temps pour manger? Tout est chronométré. Les Japonais, pour la petite anecdote, partent à 6 h du matin, vont au Mont-Saint-Michel et reviennent en passant par les châteaux de la Loire. Et ils sont là le soir pour dîner à 21h, 21h30. Ah oui, le programme est chargé. Très chargé, ouais. Ouais. Donc c'est la spécialité du restaurant Le Saunier, vous faites Alors nous, que du groupe. Voilà, on est spécialisé dans les groupes. Vous n'êtes pas nombreux à faire ça dans Paris, c'est assez original. Alors, comme on n'est pas très nombreux, mais plus ça va, plus ça se développe, parce que c'est vrai qu'on arrive à remplir des salles qui sont suffisamment spacieuses assez rapidement. Et donc, c'est une activité qui marche bien quand même. Ouais. Donc j'imagine, là, ils vont bientôt arriver, les groupes, ça doit être le rush en dessous. D'ici 10 minutes, ça va commencer à chauffer. Et puis après, le gros rush, on va dire que c'est sur les coups de 13 h. Ouais. Ça doit être assez rigolo, on parle toutes les langues alors. Oui, on parle l'anglais, l'italien, le français et le japonais qui était notre clientèle en grand nombre. Qu'est-ce qu'on dit? Quand ils arrivent, konnichiwa, merci, arigato. Et puis quand on prend la commande des boissons, Aka Wine c'est le vin rouge, Shiro Wine c'est le vin blanc. Et en chinois? En chinois, je ne sais pas, on commence à développer tout juste la clientèle, donc ça ne devrait pas tarder. On commence à s'entraîner. Et les cuisines, elles sont où alors? Elles sont immenses, les cuisines? Alors, les cuisines, elles sont en sous-sol. Ils font la même superficie que le restaurant. Il est où Alain? Ah, bonjour Yvan. Il est là. Et sachez que dans une cuisine, il faut mettre une toque. Hein. Ah, ça, oui. Une toque pour un toqué. Dans quel sens? Comme ça? Comme ça. Très bien. Alain, on est à quelques minutes maintenant du rush. Ouais. Hein. Tout est prêt? Tout est prêt. Tout est OK? Et il n'y a jamais un souci. Hein. On va y arriver. Hein. Vous allez y arriver? Nous, ce qu'on aime, c'est envoyer. Mais envoyer dans le bon sens du terme. C'est-à-dire quelque chose de bon, mais que ça bouge, que ça parte. Par contre, la petite restauration avec... que je critique pas, chacun son métier, c'est pas mon truc. Nous, c'est la performance. C'est la performance. Il faut faire du couvert, il faut que ça sorte, bien, il faut que ça sorte chaud. Et puis surtout, c'est dans ce domaine que vraiment on a réussi, parce qu'il y a peu de restaurants qui font ça à Paris. Tout est maison ici? Tout est pratiquement maison, pour deux raisons. Bon, première, économique. Hein, et ensuite, quand vous faites du bourguignon, l'acheter en sous-vide, déjà sur le marché, on n'en trouve pas beaucoup. Et puis nous, on préfère le faire. Ça fait des années que ce restaurant existe. Hein. Donc le chef, là, Sakouni, a ses recettes. Hein. Et puis sachez, contrairement à ce que les gens pensent, et puis surtout c'est une réalité même à la maison, c'est que plus on fait des plats en quantité, meilleurs ils sont. En général, les Japonais, c'est systématique, c'est escargot, bœuf bourguignon et tarte normande, avec une pointe de chantilly, de la crème anglaise et une boule de glace. Hein. Et donc là, ils ont une image de la France. Je vous assure, c'est vraiment l'adresse idéale pour terminer cette balade du côté du boulevard de Strasbourg. Le problème, c'est que c'est souvent complet. On peut quand même trouver une petite place une fois que tous les groupes sont partis. Et en plus, c'est très bon.
Moi, je vais en profiter pour goûter la spécialité des escargots. En attendant, je vous invite à voir ou revoir cette émission sur france3.fr. Vous pouvez aussi venir me parler, me donner vos coups de gueule, vos impressions, tout ce que vous pensez de Paname sur les réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau numéro.